Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de curiosité et de vulnérabilité, de planter des petites graines, de regarder aussi ce qui ne nous parle pas, d'Orelsan, de secouer le cocotier, du goût de l'époque, d'être capable de voir sa propre valeur, des imperfections qui n'empêchent pas l'exigence, de l'esthétique du chaos, de chercher ce qui est caché, des clients qui cherchent à maîtriser leur image, de compenser la perte de vitesse par l'expérience à travers une métaphore footballistique, de faire le boulot jusqu'au bout, de calmer le jeu et de respiration, de ne pas faire le ménage avant le shooting tout en planquant tout le bordel dans un coin, mais surtout, on va parler de tourner son appareil vers ce coin bordélique. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Marine Poron. Bonjour Marine. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir. C'est amusant parce que tu as été une des toutes premières recommandations d'invités du podcast. On n'a mis que 60 épisodes pour y arriver. Ça devrait donner aux gens une idée de mon cheminement mental. Quand on me suggère des noms, c'est que je laisse les choses toujours mûrir. Mais c'est ça qui est bien. C'est important parce qu'il y a des gens, en fait... T'as besoin de temps pour les découvrir et pour les comprendre. Il y a des gens dont le travail me parle tout de suite. Il y a des gens dont le travail, j'ai besoin de le digérer parce que c'est pas une étape dans laquelle je suis à ce moment-là. Il y a une c'est pas une discrimination, c'est pas le bon mot, mais c'est un petit peu quand même par rapport aux photographes de mariage, puisque j'essaie de varier un petit peu. Effectivement, si je fais tout mon entourage, il y a 80% de photographes de mariage et 20% du reste, donc ça peut vite se déséquilibre. Un petit déséquilibre, mais bon, effectivement, les photographes de mariage sont bien représentés, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes et importantes à apprendre des photographes de mariage quand on creuse un petit peu, et on va voir notamment que tu n'es pas que photographe de mariage et même que c'est pas par ça que tu as commencé. C'est incroyable. Les gens qui te connaissent que par ça vont être très très surpris de découvrir d'autres aspects de ton travail. Donc on va remercier tous ceux qui t'ont cité. Je n'ai que le premier qui était Ronan. Je pense que Léa a dû te citer. Je pense qu'Annie a dû te citer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'a cité. Je les ai plus tous en tête, mais en tout cas Ronan était le tout premier à te proposer. Merci Ronan. Voilà. Je lui fais assez confiance, comme à Annie. Je lui fais assez confiance quand il me donne des noms. Ronan. Ouais. On va commencer par ton elevator pitch. Donc tu connais le principe, tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre, il te regarde droit dans les yeux avec son regard perçant, il te dit qu'est-ce que vous faites dans la boîte, dans la vie, et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour d'abord. C'est pas du tout ma manière de fonctionner, mais je vais jouer le rôle. Je vais lui dire que depuis 20 ans, je suis photographe avec une approche de reportage documentaire, que mon objectif, c'est de montrer à mes clients la valeur de ce qu'ils possèdent, avec les familles, avec les mariés, la qualité de leurs liens, de leur relationnel avec mes clients corporate, la qualité de leurs équipes, de leur savoir-faire. Voilà, c'est assez simple finalement. Tu racontes un petit peu la vie des gens pour eux. Je l'ai dit, t'es connu davantage aujourd'hui comme photographe de mariage et de famille. On va un peu aborder dans l'épisode un aspect moins connu de ton travail, qui est pourtant celui par lequel tu as commencé, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé, qui est le corporate. Tu as même commencé par le reportage en vrai, voilà. plus exactement, mais le corporate est venu avant le mariage. Ouais. Donc on va parler on va essayer de parler davantage de ça, pas pour minimiser le côté mariage et pas par discrimination par rapport au mariage, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant et que c'est aussi un questionnement qui se pose chez pas mal de photographes de mariage qui aimeraient partir côté corporate justement pour diversifier un petit peu, mais aussi parce que tu es passé il n'y a pas très très longtemps chez Sébastien Arwagnan, qui est un des gros podcasts de la photographie, et que tu as beaucoup parlé justement de cet aspect-là, puisque lui est tourné essentiellement vers le mariage. Ouais. Donc c'est peut-être pas la peine de refaire 2 fois le même épisode. Si vous voulez entendre parler de Marine, de son côté mariage, allez chez Sébastien, écoutez celui-là en parallèle, et vous aurez appris 2 fois plus de choses. C'est formidable. C'est pas mal.
Je vais, avant de passer à la philosophie photo, je vais donner 2 autres informations. C'est que tu es une des formatrices de 72 heures, le workshop. Tu es la 3e que je reçois. J'ai déjà reçu Léa, qui est la première que j'ai connue. J'ai reçu Annie très récemment, il y a 2 ou 3 épisodes. Et donc maintenant, je te reçois toi. Sachant que cette formation, je l'ai faite et qu'elle était exceptionnelle. Et que c'est ce que je disais à Annie, j'ai pas réalisé tout de suite parce qu'en même temps, j'étais dans Touman, qui est super flashy, et j'étais dans la vôtre, qui était un peu plus posée, calme et réfléchi. Et il y a des choses en fait que j'intègre que maintenant. Donc on parle d'une formation qu'on a fait, c'était en mai dernier, je crois. Mai ou juin, ouais. Mai ou juin, on est en mars 2022, donc on est 8-9 mois après, et je suis encore en train de tirer sur des fils et de découvrir des choses. Mais c'est très bien. C'était riche. Ouais, je pense que c'est la bonne façon. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est planter des petites graines. Après, elles peuvent mettre du temps à éclore, c'est pas un problème. Mais on veut que les graines soient un peu plantées et que ça fasse son chemin. Tu peux pas faire pousser 2 ou 3 graines en même temps. Voilà. Tu peux te concentrer sur une et puis passer aux autres après. Mais c'est assez. Mais c'est vrai que vous avez été dans mon esprit un petit peu éclipsé par le Touman, qui était un déluge d'informations. D'un coup, puis j'étais en plein dedans, ça faisait 14 semaines en tout, j'étais dans la 10e, on était dans plein de trucs et tout, et à l'époque j'ai pas réalisé, je le dis très, très candidement, hein, j'ai pas réalisé ce que vous m'apportiez, qui était d'ailleurs très différent. C'est très rigolo parce que j'avais d'un côté une formation hyper technique, donc quand je dis très flashy, t'avais plein de trucs techniques que t'apprenais et tout, c'était rigolo, et c'était des choses que tu mettais en pratique tout de suite en fait, et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu attiré de ce côté-là. Et rétrospectivement, aujourd'hui, je suis plus de votre côté à réfléchir à la bonne manière de raconter une histoire. Donc déjà, merci. Parce que le storytelling, c'était un petit peu ta partie dans le même si Léa et Annie ont leur part dans le storytelling, mais c'est vrai que c'était un petit peu ta partie. Et là, je suis vraiment en plein dedans. Donc en plus, ça tombe bien, on va pouvoir recreuser des points. Et du coup, oui, j'étais resté sur cette idée que tu étais un petit peu la madame storytelling de l'équipe, et que c'est un de tes gros points forts en photographie, c'est le storytelling justement. En tout cas, c'est ce que j'aime faire, de raconter une histoire. Et qui dit raconter une histoire, dire structurer une histoire, organiser une histoire. Ça vient en effet de ma formation, qui est plutôt photojournalistique. J'ai appris à construire un reportage, j'ai appris à raconter une histoire pour la presse, avec quelque chose de structuré, et en effet en peu d'images, parce que on balance pas 500 images pour un reportage de presse. Donc voilà, comment concentrer sur ce qui va vraiment donner tous les éléments de l'histoire et faire cheminer comme un livre, comme une série, un film, comment on va partir d'un point A, se promener, aller jusqu'à la fin en passant des épreuves. Avec un peu de rebondissement. Exactement. D'accord. Si on va attaquer la première partie de l'épisode, qui est la philosophie photo, on va d'abord parler de tes inspirations, les photographes, les livres, les photos que tu préfères et qui t'ont inspiré. Tellement de choses. Au niveau inspiration, je pense que c'est quelque chose qui dure toute la vie en fait, qu'on travaille et qu'on nourrit vraiment au quotidien, et il faut que ça devienne un peu, j'ai envie de dire, une hygiène de vie, parce que s'ouvrir comme ça vers d'autres choses, c'est tellement important. Pour l'anecdote, moi je le raconte, dans 72 heures, quand je me présente, je raconte, mais quand j'avais 8-9 ans, j'ai eu la chance de faire un cours d'art qui était dans un musée, et donc on avait les mercredis après-midi entiers où on se baladait dans le musée, où il n'y avait pas grand monde en fait, et on allait dessiner, on allait regarder les tableaux et tout, et moi j'ai bloqué sur un tableau de Modigliani qui me paraissait tellement facile. Je me dis, le gars, il sait pas peindre, il sait pas mettre les yeux au même niveau, etc. Et j'ai passé des heures et des heures et même des années, en fait, face à ce tableau, à comprendre à quel point, en fait, il m'accrochait, mais je savais jamais percer le mystère de ce tableau-là.
Et c'est quelque chose qui m'a un peu tenue toute la vie. Mon inspiration, elle est photo évidemment, mais elle est beaucoup art, beaux-arts. C'est une partie beaucoup de ma culture. Elle est aussi littéraire. Je lis beaucoup. Elle est très très large. Au quotidien, par exemple, on parlait de storytelling juste avant. J'ai regardé la série du frère d'Orelsan récemment sur Prime. Ouais. J'ai trouvé ça génial en termes de storytelling. C'est vraiment hyper bien foutu. Je sais pas si tu l'as vu, quoi, mais c'est. J'ai vu que ça existait, mais à regarder, pas vraiment. Très fan d'Orelsan. Ouais. Voilà, mais c'est pas mon univers, mais j'ai trouvé que c'était absolument passionnant en termes justement de construction de narrative. En fait, c'est vraiment très très intéressant. Donc ouais, l'inspiration, elle est partout, quoi. En fait, elle est vraiment. Je viens de te dire le contraire, mais tu vois, tu viens de dire un truc que je trouve très intelligent. C'est pas mon univers, mais j'ai regardé quand même. Ah oui, bien sûr. C'est un peu par hasard. Voilà, j'étais curieuse. Je sais que mon fils écoute de temps en temps, que voilà, et bon, du coup je me suis dit je vais m'intéresser, quoi, je vais aller voir. Et j'ai été happée par le truc, et assez souvent sur des choses comme ça alors des fois ça touche pas, on n'a pas de lien, mais des choses qui sont pas forcément notre univers, qui sont pas forcément notre goût, justement vont nous secouer, vont mettre un peu en cause notre manière de faire, notre manière de voir les choses, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, moi, dans l'inspiration. C'est évidemment il y a des choses qu'on aime parce qu'on s'y reconnaît, et parce que c'est des choses vers lesquelles on a envie de tendre, un type d'image ou une manière de raconter les choses, etc. Mais aussi d'aller secouer un peu le cocotier de temps en temps pour voir ce qui tombe. D'aller voir des nouvelles à côté, quoi. Ouais, voilà, c'est toujours intéressant. D'accord. Non, mais c'est amusant parce que c'est vraiment. Enfin, tu vois, c'est rigolo parce que je viens de te dire, ouais, moi j'aime pas Orelsan, donc j'ai pas été. Je sais à peine qui c'est, en fait. Je saurais pas te dire qu'est-ce qu'il chante. Je savais pas qui c'était du tout, en fait. J'avais aucune idée. Mais de base, tu me dis rap, déjà de base, ça va pas m'exciter particulièrement. Et donc, effectivement, ouais, j'ai eu ce réflexe de pas aller voir, alors que j'ai vu que c'était, que tout le monde en disait du bien. Mais du coup, je vais peut-être aller voir ce que c'est, surtout si tu en dis du bien en termes de storytelling. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment. Et voilà, alors là, il travaille les archives de famille. Enfin, voilà, ça touche beaucoup de choses. La photo de famille, enfin, en tout cas, la vidéo de famille, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses, je trouve, qui peuvent parler à nous, photographes de famille, en tout cas, de manière intéressante. D'accord, c'est noté. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Et puis on va vendre des abonnements Prime Video. J'adore. Au passage. Je recommande Orelsan. Merde. Voilà. C'est ta recommandation d'invité ou pas? Ah ouais, pourquoi pas? Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, aller chercher, tu vois, c'est une des choses que j'ai réalisées en faisant ce podcast, c'est que dans les premiers épisodes, j'ai été chercher des gens proches de moi et dont je comprenais le travail. Ouais. Et au fil du temps, je me suis diversifié vers des gens dont je comprenais moins le boulot, tu vois, des gens que j'avais pas forcément apprécié au premier regard. Ouais. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de gens qui n'ont rien à voir avec toi. Ouais, c'est justement là que tu trouves des choses originales. Exactement. C'est si tu te contentes de dire, ok, je fais du mariage et je voudrais faire un style street photographie, et tu vas voir Cartier-Bresson et Gary Winogrand et Viviane Mayer, et puis que c'est les 3 inspirations les plus connues que tout le monde a, en quoi tu es différent des autres, en fait? Voilà, mais ça n'empêche pas de s'inspirer de ces 3-là et de tout un autre, parce que c'est des maîtres, et que déjà rien que décrypter leur travail, c'est un travail en soi, et ça construit son œil. Ouais. Mais il faut aussi aller chercher un peu ailleurs mais aller voir des gens qui font des trucs délirants sous Photoshop, des fois ça peut être une super inspiration. Tout à fait, aussi, quoi. Tout à fait. C'est à ça que je voulais en arriver. C'est la curiosité qui compte. Exactement. Je me suis noté que tu avais quand même eu un mentor de compète en la personne de Marc Ribou. Ça faisait quoi d'être assistante de Marc Ribou? Ça faisait quoi? C'était avec le recul, c'est vraiment une expérience absolument exceptionnelle. C'est un peu le hasard, c'est vraiment le hasard. Je me suis retrouvée à répondre à une petite annonce où ils cherchaient une assistante, embauchée, et voilà, projetée comme ça, de manière un peu pardon. Projeté comme ça dans la vie de Marc, parce qu'en fait je travaillais chez lui dans ses archives, je déjeunais avec sa femme à midi, c'était quelque chose d'assez, avec lui et sa femme à midi, quelque chose d'assez étonnant.
C'était déjà un vieux monsieur à l'époque. C'était pas tous les jours facile parce que il avait ses exigences et mais c'est une expérience qui m'a formé le regard de manière, je pense, exceptionnelle. C'est que j'ai gagné des années en fait à passer du temps dans les archives, à regarder les images. J'ai développé une mémoire photographique très forte aussi, parce qu'il m'appelait toujours le dimanche matin en me disant « Tu sais pas où est tel truc ?» Donc, ok, voilà. T'avais conscience à l'époque de la chance que t'avais d'être son assistante, ou c'est après coup que t'as Alors oui, j'avais conscience de qui il était, ça c'est sûr, et en plus c'est un peu idiot de faire un peu de la pipolisation, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser Cartier-Bresson, j'ai eu l'occasion de croiser Elliot Erwitt, enfin tout un tas de gens autour de lui, soit à des rendez-vous, soit à des vernissages, soit, il faisait des réceptions de temps en temps, donc un milieu de la photo, de photographes et aussi de personnes gérant les grands festivals, les grandes institutions, etc. C'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ceci dit, voilà, je pense pas que j'avais la mesure de ce que ça m'apportait à ce moment-là. Voilà. Ouais. Il a fallu justement mûrir un peu aussi, faire ma propre voie derrière pour pouvoir réaliser à quel point ça a été une expérience enrichissante pour moi. Donc t'avais quand même conscience que t'étais au bon endroit, au bon moment, mais rétrospectivement, c'est encore plus puissant, quoi. C'est ça. D'accord, l'importance du souvenir. Si je te demande ce qui te fait déclencher, est-ce que tu as un petit Marc Ribot dans ta tête qui dit c'est le moment de faire la photo? Non, c'est vraiment le déclenchement, c'est un truc humain, quoi. C'est un truc viscéral. J'ai envie de dire, c'est la vulnérabilité. C'est le moment où ça s'ouvre, en fait. Je sais pas comment le dire plus clairement. Il y a un moment où il y a une vérité qui sort chez l'autre, et c'est ça qui va me faire déclencher, en fait. On va commencer la vraie partie philosophie photo, les vraies questions personnelles, par une phrase que j'ai trouvée très belle dans ta présentation, qui est « La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle ». Et cette phrase me ferait même dire, en allant un petit peu plus loin, que la vie est belle parce qu'elle n'est pas parfaite, non ? Ouais, exactement. Bah oui, tout à fait. Parce que si tout est parfait, c'est chiant. La perfection, c'est pas la vie, c'est l'ennui, je vais pas dire c'est l'amour, c'est triste, mais c'est en tout cas c'est stérile. Ouais, l'imperfection, c'est la manière dont les choses se font de manière parfois bordélique. Et la vie de famille pour ça est quelque chose, la vie quotidienne, la vie personnelle, voilà, on vit, on se laisse porter aussi, même si on a des objectifs, on avance, etc. Il y a toujours des choses qui vont nous dévier, qui vont faire en sorte que les choix qu'on a faits vont être autres. Et c'est ces imperfections-là, ces ratés-là, ces erreurs-là qui nous construisent, qui font la valeur de ce qu'on est, de ce qu'on peut, de la qualité de notre vie, quoi. Oui, je crois très fort à ça. C'est particulièrement vrai en tant que photographe où dès que tu prévois quelque chose, il n'y a rien qui va comme tu avais prévu. Ça m'est jamais arrivé. Genre, tu arrives au mariage, tu te dis tiens, il y a un bel endroit pour les photos de couple qui serait super, tu repères à l'avance et tout, tu te dis ça c'est top. Et tu arrives 2 heures après et la lumière a changé, ça n'a plus rien à voir. Ou le traiteur a mis son buffet juste là. Exactement, il y a un mec qui a mis son camion juste derrière. C'est ça. Je veux dire le truc classique. Donc finalement, c'est ça, c'est cette imperfection-là qui fait que tu es obligé de te dépasser quelque part. Ouais, et puis c'est peut-être aussi une filouterie quelque part, parce que à partir du moment où tu acceptes l'imperfection, c'est plus facile de bosser en fait. Ouais. C'est plus facile de se dire ça veut pas dire de pas être exigeant. Attention, l'exigence elle n'est pas à cet endroit-là, quoi. Mais justement accepter l'imperfection, accepter qu'on maîtrise pas tout et qu'il faudra faire avec ce qu'il y a, c'est aussi se faciliter la vie. C'est aussi justement ne pas se retrouver avec des murs face à soi, quoi. Comme tu disais, on a prévu quelque chose, bim, ça peut pas se faire, et il faut réagir. Donc accepter ça déjà en amont, savoir que les choses peuvent être différentes, déjà psychologiquement, on a plus d'ouverture pour rebondir. C'est clair. Alors justement, dans tes photos, moi quand j'ai parcouru ton portfolio, il y a les photos nickel, jusque dans les moindres détails, mais les photos qui m'ont le plus marqué chez toi, en fait, c'est pas forcément, alors je mets des grands guillemets, les plus propres, dans le sens où c'est pas forcément celle où l'arrière-plan est le plus dégagé, c'est celle où il va se passer
plein de choses. C'est celle où l'ambiance va être chargée, voire surchargée. C'est les photos dont tu arrives vraiment à tirer quelque chose de très particulier. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, c'est les photos où, pour moi, qui sont intéressantes dans cette optique de reportage, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le mariage, pour parler vraiment de mariage, le mariage, on a plutôt des images un peu léchées, un peu parfaites, avec comme ça une construction, toute une imagerie en fait de la photo de mariage qui est un peu figée et donc qui est remise en cause heureusement par plein de photographes et aujourd'hui on voit des tas de choses superbes et tout, mais accepter aussi l'imperfection, moi c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et que je réexplore en fait beaucoup depuis 1 ou 2 ans en fait. Je veux laisser de la place en fait. Je pense que dans le parcours d'un photographe de mariage, on a comme ça un développement vers une certaine perfection à un moment donné, une construction de l'image, que ce soit en termes de maîtrise de la lumière, de la composition, de l'interaction, etc. Moi, je sais que les concours m'ont un peu enfermée dans des choses. À un moment donné, je me suis rendu compte que je laissais plus cette petite voix en moi, en fait, de bordel qui était en fait des choses que j'aimais faire et donc voilà, je me suis justement dit bon, il faut voilà essayer de retirer tout ça et laisser parler en fait ce bordel ambiant, en fait, laisser raconter vraiment l'histoire telle qu'elle est, c'est-à-dire que une journée de mariage, tout n'est pas parfait, ça reste une journée d'une vie, quoi, justement, et avec ces engueulades, avec le bordel dans le coin de la pièce, avec le soleil qui est pas là alors que tout avait été misé pour, etc., etc. Et c'est des choses à raconter aussi. C'est vraiment, ce sont des choses qui sont importantes aussi. Alors évidemment, pas que, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont les vrais souvenirs aussi de cette journée-là. C'est marrant ce que tu viens de dire sur le fait de regarder les concours et d'essayer de sortir des images absolument nickel et presque d'aller contre nature finalement. Ouais. Moi je suis dedans en ce moment donc mais il faut le faire. Je pense que c'est quelque chose de très formateur aussi et que c'est très ce qui est difficile à un moment donné, c'est de ne pas rentrer, de ne pas se laisser influer par le goût de l'époque, en fait, par la manière dont et puis aussi le fait de passer devant un jury et d'avoir un jugement, ça pousse à une perfection parce que forcément, quand il y a des milliers de photos, j'ai fait aussi des jurys, on va naturellement vers les photos qui vont être le mieux composées, la meilleure lumière, etc. Quoi. Ouais, voilà, c'est des critères sur lesquels on peut se... voilà. Après, il y a des photos qui remplissent aucune de ces cases et qui sortent du lot. Mais quand on en a des milliers à voir comme ça, c'est pas forcément celles qui sortent faciles, quoi. On n'a pas... Donc, il y a ce côté de se retrouver un peu à vouloir gagner, ce qui est normal, ce qui est très bien en fait, et donc du coup à un moment donné à laisser justement ce souci de perfection prendre le dessus, et je pense que ça fait grandir aussi de le faire, ça fait développer, mais à un moment donné il faut, en tout cas moi à un moment donné j'ai eu besoin de déconstruire aussi un peu ça et de laisser, et je dirais que je suis toujours dans cette déconstruction en fait. Mais est-ce que la meilleure période finalement c'est pas celle où t'as plus rien à prouver? C'est peut-être ça justement le truc, c'est qu'à un moment tu as besoin de prouver, de faire tes preuves, de gagner justement, de grimper au top, et puis après c'est bon, tu l'as fait et tu peux te permettre de... Non, je pense qu'il n'y a pas de top en fait, il faut se dire un truc. Non, c'est pas dans le top, mais c'est-à-dire de faire ses preuves, c'est-à dire ça y est, t'as tes awards, tu vois, à une époque t'en avais un, t'étais contente. Oui. Maintenant faut en avoir 12 ou 15 pour être à peu près au niveau où on était avant quand on en avait 1 ou 2. Mais je veux dire, une fois que t'as atteint ce niveau-là et que finalement t'as eu cette espèce de reconnaissance du milieu, est-ce que c'est pas ce moment-là où justement tu te détends et tu te permets de faire un petit peu, puis une fois que t'as intégré ce langage visuel, il doit se retrouver finalement dans ces photos-là, même si elles sont chargées, plus chargées, peut-être que tu arrives mécaniquement à les simplifier, non? Quand même. Oui, tout à fait. Alors il y a 2 choses dans ce que tu dis. En fait,
certes, c'est très valorisant et je pense que j'ai en effet eu besoin à un moment donné, en tout cas eu envie aussi d'avoir ces awards. C'est quelque chose qui rassure aussi, en effet, qui donne de la confiance aussi. Et je dis pas que ça reviendra pas, en fait. Je dis pas que j'aurais pas besoin aussi de repasser par des phases comme ça, pas forcément pour se rassurer, mais aussi par challenge, par envie justement des fois c'est de l'ennui en fait, et on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire pour casser cet ennui, cette routine, etc. Et je vais rentrer dans quelque chose qui va c'est soit avec soi-même en fait. Je veux dire, c'est pas forcément soit avec le reste du monde. Et je pense qu'il y a ça a plus de valeur que tout autre, c'est-à-dire que de justement savoir se challenger soi-même, savoir aussi se remettre en question ou se dire voilà, ça c'est un pas énorme mais j'ai vraiment envie de le passer, ou c'est un objectif de fou mais j'ai vraiment envie d'y aller, et pas pour montrer aux autres que je suis le meilleur, mais juste parce que moi ça me fait flipper de dingue et si je fais ça, ça va être un truc de fou, quoi. Donc ouais, il y a cette démarche là qui est importante, c'est que moi j'ai toujours essayé de maintenir le fait je disais les inspirations de secouer le cocotier, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire à un moment donné en fait de se dire je m'ennuie un peu, je suis un peu dans une routine ou un truc comme ça, je voudrais casser ça, je voudrais me redonner des objectifs différents et aller plus loin. Et puis le deuxième, je sais plus ce que tu m'as dit, qui m'a fait réfléchir et je l'ai perdu. J'ai perdu le fil aussi. Du coup, on parlait de se challenger, de plus rien avoir à prouver. Plus rien avoir à prouver, c'était pas de ce côté-là. Ouais, non, plus rien avoir à prouver, il y a toujours des choses, enfin voilà, après tout dépend quelles sont tes motivations et quelles sont tes raisons. Voilà, devoir toujours prouver des choses aux autres, je pense que c'est un problème en soi. C'est qu'il y a un problème de manque de confiance, de pas savoir justement voir la valeur de son travail, de pas savoir. Et ça, c'est quelque chose d'important dans notre métier. On travaille seul. Enfin, en tout cas, de base, on travaille seul. Isolé en tout cas. Isolé, voilà. Si on n'est pas capable de connaître sa valeur et de se reposer là-dessus pour avancer, on va pas très loin parce que c'est trop violent en fait, je pense. Il faut avoir des références en fait. Voilà, exactement. Donc être capable justement de reconnaître son évolution, de pouvoir s'appuyer sur des choses pour avancer, ça c'est très très important. Et après, se challenger soi-même, se donner des objectifs, c'est aussi quelque chose de très important. Si on retourne sur l'imperfection, qu'est-ce qui rend l'imperfection belle, et par extension, comment est-ce qu'on transforme un moment a priori chaotique en beau souvenir ? Quelle belle question. Encore une question à tiroir. Moi, je trouve qu'il y a une esthétique du chaos déjà. Ouais. Donc, le bordel, c'est quelque chose qui me parle en fait, que je trouve beau parce que je le trouve révélateur justement d'une certaine vérité. Généralement, c'est ce qu'on essaie de cacher. Que ce soit souvent en famille, le reportage de famille, je sais que même si je leur dis que c'est la vie quotidienne, qu'on change rien, il y a toujours une pièce où ils ont mis le bordel, quoi. En mariage, c'est pareil. Il y a toujours ce truc de dire on cache certaines choses, mais en même temps ce qu'on cache c'est très révélateur de ce qu'on est. Donc moi c'est ces choses-là que je vais aller chercher, c'est ça qui va m'intéresser en fait dans la compréhension de la personne, dans ce que j'ai envie de. En gros, mon challenge à moi, par rapport à mon client, c'est d'être plus proche de ce qu'il est, en tout cas de la perception que j'ai de lui, et pour ça j'ai besoin de matière, quoi. S'il me lisse tout, pour moi ça m'intéresse pas en fait. Si tout est lissé, s'il me donne rien, et je vais pas pouvoir faire une bonne photo. Donc c'est un peu ce jeu-là avec le client qui va être important, c'est de le pousser un peu à casser la carapace, à sortir de l'image, de la communication, de l'image qu'il a envie de montrer, pour laisser apparaître ce qu'il est vraiment. Et pour moi, la beauté, elle surgit à ce moment-là, en fait. Elle est vraiment dans ce moment de chaos, en fait, qui dit une certaine vérité
des personnes ou des lieux, etc. Si je creuse un peu, en fait, c'est que tu vas chercher au-delà de ce qu'ils pensent devoir projeter comme image, en fait. Exactement. C'est pas ce qui va cacher consciemment, forcément. Non, c'est pas une démarche consciente. Dès qu'on est devant un appareil photo, on a tendance à prendre la pose. Enfin, moi, je vois ça avec mes enfants qui ont 4 et 6 ans maintenant. Dès qu'il y a l'appareil qui apparaît, même le téléphone, tu as le malheur de lever le téléphone, ils savent que tu es en train de prendre une photo, ils se mettent à poser. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on est tous conditionnés à poser maintenant devant un appareil photo, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les années 50, par exemple, pour un Cartier-Bresson, où les gens ne savaient pas forcément ce que c'était. Certainement. C'est pour ça que la bonne street photographie, c'était les années 50, 60, 70, parce que les gens n'étaient pas encore rodés à ça. Moi, je pense que les gens sont rodés assez. Enfin, ouais, on va dire plutôt années 70, ça a commencé à être rodé, mais en tout cas, on vit plus dans ce monde-là. Ça, c'est une réalité. On vit dans un monde de profusion d'images. On vit non seulement dans un monde où on produit un nombre d'images incommensurable, mais en plus, on partage, on communique, on utilise ces images et on sait. Tout à chacun, même tu parles des enfants, mais même les enfants aujourd'hui intègrent le fait que leur image est un moyen de communication. Alors on peut trouver ça triste ou quoi que ce soit, mais c'est le monde dans lequel on vit, donc à un moment donné il faut l'accepter, il faut faire quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est contourner ça, en fait. Ce que je veux, c'est justement dépasser ce réflexe naturel de la maîtrise de son image, qui n'est plus réservé aux professionnels, mais qui est quelque chose que tout un chacun gère aujourd'hui, personnellement. Donc, du coup, toi, tu poses pas la question du bon profil à la mariée? Ah non, je m'en fous, en fait. Et les mariés qui me disent j'aime pas mon bras droit, tu peux être sûr que en fait je m'y retrouve jamais de toute façon entre droit et gauche. Je me dis tant pis, elles auront des photos qu'elles aiment pas, mais ça ne me regarde pas. Je suis pas là pour ça. D'accord. Non, mais c'est rigolo parce que moi, j'en ai eu une il y a pas longtemps et je me suis aperçu, il y avait un de ses profils, je saurais plus te dire si c'était le droit ou le gauche, qu'elle aimait pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais d'un côté, il se passait quelque chose, je l'ai pris en photo, point, sans me poser la question. Même si j'ai fait attention dans la journée à avoir quand même le plus de photos possible du bon côté. Et la galerie, tu vois dans les galeries maintenant ce qui a été caché et tout. Les photos du profil qu'elle aimait pas, elle les a planquées. Elle les a cachées. Toi, t'aurais pas eu cette réflexion-là? Alors après, ça fait partie aussi de la communication. C'est-à-dire que moi, je communique justement sur cette imperfection. Je communique sur ce fait de ne pas être dans l'image qu'on projette, etc. Donc j'ai une clientèle qui accepte ça. Je dis pas que c'est à 100%. J'ai toujours un peu de coquetterie. Dira si tu pouvais éviter de prendre tel profil, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est relativement rare. Ouais, parce que je pense que mes clients acceptent cette règle du jeu, en fait. Ils acceptent le fait que si j'ai gardé cette image qui leur peut-être n'est pas du bon côté, du bon profil de la mariée, de la maman, j'en sais rien, etc. C'est qu'elle raconte quelque chose. C'est que l'histoire, elle a un message, elle a quelque chose de fort, en fait. C'est-à-dire que je vais pas la garder juste pour la garder, sachant que, voilà, je vais la garder parce que la photo, elle mérite d'être là. D'accord. Surtout que tu auras un nombre restreint de photos, donc t'as quand même intérêt à ce qu'elle ait un sens, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Donc après, voilà, ça veut pas dire que mes mariés aiment toutes les photos où elles sont dessus, mais en tout cas, elles acceptent le fait que, ou en tout cas, on va dire, les mamans c'est souvent aussi les mamans dans les reportages de famille, etc. Elles acceptent le fait, les pères aussi, mais ils sont moins dans ce truc-là, que elles vont pas être toujours bien sur les photos. C'est pas ça. C'est pas ça que je vais photographier, en fait. C'est pas un esthétisme, c'est pas le fait d'avoir une représentation belle du corps, etc. C'est une représentation vraie. Alors, évidemment, je vais pas chercher à les dévaloriser, mais vraie des relations, de ce qu'ils vivent ensemble à ce moment-là, de leur connexion, etc. Alors justement, tu vois, ça me donne une passerelle parfaite pour la question suivante, qui est justement qu'une photo n'a pas la même valeur à l'instant où tu l'as fait, à l'instant où tu la rends, et longtemps après, quand on va revenir dessus. Sur une page de ton site, tu parles des photos mises en scène de tes enfants quand ils étaient bébés, qui te font plus battre le cœur.
Donc j'imagine que t'as pris tes enfants bébés, tu les as emmitouflés dans des trucs et t'as fait les photos à la Anne Gedz, toutes posées, toutes mignonnes et tout, où à l'époque c'est adorable et ça fait fondre et tout, et qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens. Des fois tu peux te demander pourquoi t'as fait ça en fait, pourquoi t'as fait subir ça à ce pauvre bébé. Qui est une réflexion que j'ai beaucoup moi en ce moment parce que je commence à avoir le recul sur mes photos de mariage pour comprendre justement ce que c'est les photos de mariage presque 10 ans après. En fait, tu as fait l'expérience toi de ces photos-là et du coup tu pars de cette expérience pour conseiller tes clients. Sur ton site, tu parles de photos de famille, mais en fait, tout ce que tu racontes, ça part de ton expérience personnelle des photos de famille. D'ailleurs, t'en partages beaucoup de ta famille à toi. Enfin, je veux dire, on sait qui est ton mari, qui sont tes enfants, quelle tête ils ont. On a une idée assez précise de qui tu es dans la vraie vie, en fait, quand on regarde ton site. Parfois, on se dit qu'on fait partie des vieux, entre guillemets, tu vois, toujours les guillemets avec moi, en regardant des jeunes qui font des trucs hyper originaux, qui sont en train d'exploser, qui sont en train de faire des trucs que nous, on ferait pas, en fait. Des fois, t'as plus l'énergie pour aller, après 8 heures de reportage, te coller au ras du sol, allongé pour faire une photo, alors que t'en as qui vont faire ça. Et tu peux, à tort, te sentir un petit peu en dessous, alors qu'en fait, l'expérience, elle a une vraie valeur et que t'apportes plus la même chose, mais t'apportes quand même quelque chose comme ça, non ? C'est ça, c'est en gros, les années passant, le corps devient plutôt un handicap qu'un atout, mais on gagne quand même des choses, on gagne en recul, on gagne en expérience surtout, on gagne en réflexion sur les choses, en facilité dans les rapports humains. Il y a tellement de choses qui sont qui pour moi étaient compliquées au début de ma carrière, qui étaient des vrais challenges, etc., qui aujourd'hui sont tellement intégrés que j'y pense même plus, en fait. Je parle pas que de technique, je parle même dans la gestion dans ma communication avec mes clients, dans l'organisation de ma vie professionnelle. Enfin, il y a tellement de choses comme ça qui sont devenues des évidences et des choses simples. Oui, c'est l'expérience, c'est quand même une grosse qualité, quoi. Et tu parlais du fait de revenir en fait sur ces photos, ça, je trouve ça vraiment très intéressant et très important. En effet, alors il y a toujours des modes, il y a toujours on en parlait tout à l'heure, des images attendues, des choses ou en tout cas des époques comme ça où on va un peu se conformer à ça, et en soi c'est pas un problème, mais avec le temps on se rend compte à quel point ce qui compte c'est pas ça, en fait. Ce qui compte c'est pas la technique. C'est pas le post-traitement que tu vas mettre à ton image, les effets que tu vas vouloir, parce que à ce moment-là c'est une mode et toi ça t'a challengé en fait d'aller chercher de ce genre d'image, mais en tout cas pour moi c'est ce que ça raconte en fait. Et en effet ma fille entourée de fleurs dans un panier, ça raconte pas grand chose. Je la mettais pas, je l'ai jamais mis dans un panier pour la promener avec des fleurs. C'est joli, mais c'est pas un vrai souvenir en fait. Tu te rappelles juste que t'as torturé cette pauvre enfant à l'époque pour la faire rentrer dans le panier. Moi j'ai voulu faire ça quand j'ai eu des enfants. Ma femme m'a interdit, elle m'a dit tu vas pas les emmerder avec ça. Hors de question, fais des photos normales de tes enfants dans des situations normales, c'est bien suffisant. Et en fait, tu vois, c'est marrant qu'on ait cette discussion-là. Justement sur ce sujet-là. Juste pour reformuler ce que tu viens de dire, parce que j'avais vu ça, je crois que c'était Laurent Blanc, qui était un immense défenseur de l'équipe de France de football, sur la fin de sa carrière, qui disait « Maintenant, je cours moins, mais je cours mieux ». Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'était ça, c'était l'expérience. Après, Orelsan, Laurent Blanc, j'adore mes références. En fait. Non, mais il courait plus après les mecs comme il a pu le faire quand il était jeune, il courait plus après les attaquants adverses. Par contre, il savait courir pour se mettre dans leur chemin. Et finalement, il faisait son boulot aussi bien que quand il avait 10 ans de moins, mais en faisant beaucoup moins d'efforts. Et finalement, c'est pas un mauvais calcul, en fait. C'est ça. Tu sais,
tu gagnes du temps parce que tu sais ce que tu vas chercher, en fait. T'as pas besoin de courir dans tous les sens pour voir ce que tu vas trouver. C'est pas ça voilà, on n'est plus là-dedans, en fait. L'idée, c'est, enfin, voilà, tu sais ce que tu vas chercher, tu sais ce que tu es capable d'aller chercher, tu sais quelles sont tes limites aussi, en effet. Et du coup, finalement, tu gagnes du temps par rapport à tout ça. Tu as encore de l'énergie en fin de journée pour aller chercher d'autres belles images que tu sais qui vont arriver. Exactement. Et puis tu as cette disponibilité aussi, justement, enfin, ça te permet de garder cette disponibilité pour tes clients, enfin, justement pour ces images que tu vas faire pour eux, quoi. Si on parle plus sur la partie suivante de l'album, de l'editing, je crois que tu es une des personnes les plus strictes que je connaisse en editing. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins de rigueur, souvent moins que plus d'ailleurs. Toi, tu es extrêmement carré dans ton editing. Je crois que tu rends un nombre très limité de photos. Alors, oui. Très limité entre guillemets, hein, tout est relatif, mais je me rappelle d'un moment dans la formation où tu disais que 400 photos c'était déjà énorme, là où nous on était tous en train de te dire qu'on en rendait entre 1200 et 1500. Oui. Donc ça j'aimerais bien qu'on en parle. Ton client, qu'est-ce qu'il fait avec tes 1200 photos? Il se noie dedans. Il se noie. 1500, tu te rends compte? Non, mais c'est pas rare aujourd'hui dans le milieu du mariage, par exemple, de rencontrer des gens qui disent moi je rends 1000, 1200, 1500 photos. Oui, mais j'ai rendu aussi 1200, 1300 photos à une époque, oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu en rends plutôt 400, 500? Ouais, alors là, sur la dernière saison, j'étais plutôt à 650, d'accord. 700, mais ouais, les mariages sont de plus en plus denses. Il y a de plus en plus de choses à raconter. Les gens vivent, ou c'est moi qui suis très avide de raconter des choses, mais oui, voilà. La réalité, c'est que le professionnel, c'est nous qui savons quelles sont les bonnes images, comment raconter au mieux l'histoire. C'est pas votre client. Le client, quand on lui balance comme ça 1200, 1500 photos, il va pas savoir trouver les bonnes au milieu, il va être noyé, comme tu dis, il va être écrasé par ce nombre d'images. Donc c'est lui rendre service, en fait, de réduire, d'avoir un editing qui est exigeant, et voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui fait monter la qualité. D'accord. C'est-à-dire que quand il ne reste que les images qui ont lieu d'être là, qui sont des images qui ont réellement leur place, qui sont des choix de photographes, du photographe professionnel, forcément la qualité est beaucoup plus présente que quand c'est noyé au milieu de photos un peu les mêmes, un peu on se dit on va laisser celle-là où elle tourne à droite ou à gauche, etc. Là on noie vraiment la qualité de parce que tu pars du biais en fait que tu veux lui laisser du choix, alors qu'en réalité ce choix c'est à toi de le faire. Exactement. On est l'auteur de nos images. Aujourd'hui, ce qu'on vend en tant que photographe, c'est ça, hein, c'est notre regard sur les choses, et notre regard, il doit être visible. C'est-à-dire que c'est notre qualité d'auteur de ces images. Moi, je crois pas. Aujourd'hui, vendre de la technique, c'est bien, mais ça ne correspond à tout le monde. En mariage, on a fait tous l'expérience du cousin qui a plus de matos que toi et qui sait s'en servir parce qu'il a suivi tous les tutos sur YouTube et il sait faire des bonnes photos avec, en tout cas des photos tout à fait correctes, etc. Donc, on vend pas forcément... des photos correctes techniquement. On va le dire comme techniquement, ça. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord. C'est exactement ça. Donc c'est pas de la technique qu'on va vendre, en fait. C'est pas ce qu'on va vendre, c'est nous, en fait. C'est ce qu'on est personnellement. C'est notre sensibilité à regarder le monde, à saisir le monde, et justement à l'exigence d'amener un produit fini à notre client, c'est-à-dire un reportage, et pas lui laisser du boulot à faire derrière. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est justement là qu'on n'est pas interchangeable, en fait. C'est si on fait ce boulot jusqu'au bout. C'est ça qui est magnifique, en fait, c'est que finalement il n'y a pas de concurrence, puisque de toute façon personne ne peut être le même que soi. Exactement. Donc, oui, alors que si on se focalise à 100% sur la technique, il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de faire exactement la même chose ou à quelque chose précis.
bien sûr. Ouais, je m'étais noté, tu vois, dans l'editing, tu as un article sur un voyage que tu as fait au Japon avec ta famille. Et tu as publié en fait un certain nombre de photos. Ça a dû durer une dizaine de jours. Ouais. Et tu as publié 3 à 5, ça, un peu plus que ça, mais tu as publié genre 3 à 5 photos par jour, max, là où la plupart des gens auraient fait 300, 400, 500, 1000 photos dans la journée, et on aurait publié une cinquantaine, tu vois. Si tu prends n'importe qui publie un album quotidien de ses aventures sur Facebook en vacances, tu as des albums de 30, 40, 50 photos tous les jours, quoi. Alors il y a deux choses, c'est que déjà quand je vis des moments de famille, d'abord je les vis en fait. Ouais. Donc je suis pas là pour faire des photos. Je fais des photos parce que justement je sais la valeur des souvenirs, mais d'abord je vis avec ma famille. Et ça c'est vraiment quelque chose de vital en fait. Après oui, je pense que savoir resserrer son travail sur l'essentiel, c'est quelque chose qui est très important. Je me suis pour ça bien entraînée aussi je pense pendant le confinement en fait où justement je parlais un peu des challenges comme ça qu'on se donne pour pas s'ennuyer, etc. Comme beaucoup, je me suis dit je vais faire un petit journal de confinement et tout, et ma contrainte ça a été de me dire je publie sur Insta tous les jours 8 photos, mais juste 8 photos qui racontent ce qu'on est en train de vivre la journée, etc. Et donc qui sont peut-être pertinentes et tous les jours. Et ça a été un exercice pour moi très très difficile parce que justement, on parlera peut-être, mais les réseaux sociaux c'est pas trop ma came. Et d'être constante et d'être régulière, et surtout d'éditer, parce que du coup je me suis mis à faire beaucoup de photos. Là j'avais une disponibilité totale en fait de ma vie quotidienne, et je me suis mis à faire beaucoup de photos tous les jours, vraiment, et de resserrer, de chercher justement l'histoire dans le rien en fait, dans le quotidien. Alors parfois il y a des moments où il se passe vraiment des choses, et puis d'autres fois où c'est des journées où il se passe pas grand chose. C'est obligé de faire ce travail là. Et de ne garder que l'image qui va raconter ça. Ça a été un exercice vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Raconter pas grand-chose en peu d'images. Voilà. C'est un vrai challenge à se poser un jour. C'est ça. Il faut savoir faire ça. Je pense que c'est quelque chose de très important. Oui, c'est vrai que quand t'es sur des événements, il faut être capable de repérer les toutes petites choses que tu vas être la seule à voir finalement. C'est ça. Et puis le fait, cet editing resserré, c'est vrai qu'on disait, on est dans une profusion d'images. C'est le défaut du numérique, ça. On se perd, voilà, exactement. Et finalement, on perd la valeur de l'image. C'est-à-dire que d'avoir, là, je rebondis ce que je disais par rapport à nos clients et par rapport à l'editing, mais c'est vrai dans nos photos personnelles, dans notre travail, dans nos projets perso, etc. Redonner de la valeur à une image, c'est aussi la sélectionner, c'est de dire, je sais que celle-là, toi, t'es la bonne image, quoi. Toi, t'es cette image qui, alors peut-être des fois, à un moment donné, sur le coup, on va choisir celle-là, et peut-être que 3-4 ans après, on reviendra et on se dira. Mais souvent, le premier instinct, en fait, est le bon, en fait. Mais avant, en fait, on les sélectionnait à la prise de vue, les photos, puisqu'on en avait 36 sur une pellicule. Tu pouvais pas te permettre d'en faire 30 du même moment et de choisir une parmi les 30, quoi. Donc avant, l'image avait déjà plus de valeur parce qu'elle était plus rare, en fait. Oui, exactement. Déjà, elle était plus rare, elle était plus compliquée à obtenir, etc. Aujourd'hui, en fait, le fait de cette profusion fait que on ne prend plus le temps on prend souvent pas le temps de sortir. Alors nous, on le fait professionnellement pour notre portfolio, on fait cet exercice-là, mais c'est quelque chose. Voilà, c'est du boulot et c'est vraiment un exercice qui est important. Je pense qu'il faut donner de la valeur, de même que quand on choisit. Moi, généralement, les discussions que j'ai avec mes clients, famille notamment, etc., du fait de profiter de leurs images, qu'elles vivent aussi dans leur vie, qu'elles existent dans leur vie, ça veut dire à un moment donné choisir une image ou deux qu'on va imprimer, qu'on va installer dans notre environnement, d'avoir justement se dire et ce choix il est totalement personnel. Pour le coup, le client il va souvent choisir une image qui est pas forcément celle que nous on aurait choisie, mais voilà, c'est sa sensibilité par rapport à notre travail, donc c'est hyper important.
Si on parle des détails, ça c'est une de tes grandes spécialités. Je crois qu'on en a parlé un peu avant. Moi j'ai ce souvenir pendant la formation, tu as sorti une photo, tu es dans une petite maison de campagne là où le mariage se prépare. Tu as une photo de la maison, tu as une photo d'un détail de la maison qui moi m'a marqué en fait et que maintenant je fais quasi systématiquement. Tu es très très forte dans les détails, justement dans ce genre de petites choses. Est-ce que c'est en relation avec le storytelling et à la manière de raconter l'histoire? Est-ce que c'est lié à ton passé de journaliste justement par rapport au fait que des fois il faut couper un petit peu la narration pour sortir quelque chose? Qu'est-ce que ça apporte le détail dans ta pratique de la photo et dans ton album? Alors en effet, les photos de détail, comme tu dis, alors je sais pas si j'en fais tant que ça, mais en tout cas, enfin, elles sont marquantes en tout cas de ce qu'on voilà, a vu. En tout cas, elles sont importantes et c'est pas forcément les photos qui racontent l'histoire, c'est pas forcément, ça peut, hein, mais c'est pas forcément des photos qui racontent l'histoire. Par contre, en effet, ça va être des transitions, ça va être des souffles, des respirations, ça va permettre justement de construire après sa narration et ça va permettre d'avoir comme ça un reportage qui soit lisible parce que si on balance que des histoires, des photos très fortes les unes après les autres, on va se fatiguer assez rapidement en fait et on ne pourra pas prendre la force de chaque image, on ne pourra pas prendre l'histoire de chaque image sur un enchaînement trop fort. Donc comme un bon narrateur, comme quelqu'un qui sait raconter par exemple des histoires, il faut ménager aussi son auditoire, il faut savoir lui donner des temps de respiration, il faut savoir faire monter la puissance du moment ou au contraire calmer la force de l'histoire pour pouvoir amener une autre histoire et pour pouvoir pas rester en tension tout le temps en fait. Ça permet aux gens de se relaxer un petit peu entre des bons moments de exactement. De la journée. Ouais, ok, ça c'est toujours important. On finit toujours cette partie en parlant d'une image en particulier. Ça aurait tout à fait pu être une photo de ton bilan 2021 avec des invités qui sont en train de jouer les paparazzis, sont 3 avec plein de monde derrière, en train de prendre des photos, un avec son appareil, qui est sûrement le tonton Bob d'ailleurs, qui a un appareil photo avec le tien. Ils ont tous des poses géniales. Elle est très très belle celle-là, mais j'ai retenu une autre photo pour la simple raison que c'est une des plus connues de ton portfolio. Qui est la maman surbookée que je l'ai résumé comme ça. C'est pendant les préparatifs d'un mariage a priori, la maman téléphone à la main, le berceau devant, le bébé qui doit dormir dans le berceau. Je crois que le berceau est tourné face à la maman et qu'on voit pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, avec tout le bordel des préparatifs autour, qui je trouve est finalement assez représentative de ton approche. C'est la beauté dans le chaos du quotidien. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette photo, comment elle est née et quelle est l'histoire en fait derrière elle. C'est typiquement en fait ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au chaos, c'est-à-dire que alors à l'époque c'est une photo c'est un mariage je pense de 2013 donc ça date, mais je l'aime toujours autant. Pour moi elle est tellement encore valide dans ma communication aujourd'hui. Voilà, ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de montrer à des futurs mariés. À l'époque, je disais à mes mariés d'être attentifs à l'endroit où la mariée se préparait, où les mariés se préparaient, de ranger un petit peu, qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent, etc. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout maintenant, parce que j'ai assumé complètement justement ce chaos. Mais à l'époque, voilà. Et donc, du coup, c'était dans un très joli manoir, une très belle chambre avec beaucoup d'espace. Et dans un coin, ils avaient poussé tous les sacs, le bordel, le bébé. Alors, c'est pas sa mère, c'est une témoin qui est là à côté. Mais tout avait été repoussé comme ça dans un coin. Et en même temps, voilà, pour moi elle est importante cette photo parce que c'est la réalité de ce moment-là en fait. C'est que certes de l'autre côté tout était parfait, chaque élément était posé à sa place, la robe était bien pendue dans le coin, mais dans la pièce en général il y avait aussi ce coin avec tout le bordel. C'est le contre-champ en fait. C'est le contre-champ, exactement. Tu te retournes
et que tu vois les coulisses de tout ça. Et finalement, C'est c'est la ça. photo la plus parlante parce que c'est un vrai moment de la journée en vrai. Et sur le C'est coup, un vrai moment et c'est un bon moment. Et ça aussi, je pense que c'est des choses importantes qui racontent aussi l'histoire d'un mariage. On photographie dans un mariage beaucoup les moments, les actions fortes, les émotions, etc. Mais il y a plein de non-moments. Il y a aussi plein d'entre-deux, quoi. Des scènes comme ça où il se passe pas grand-chose, mais elles existent et elles font partie de la journée de mariage. mais c'est ça, en fait, c'est moi, si tu me demandes ce que c'est un mariage, je vais penser à ça. Moi, c'est directement, c'est tout ce qu'on va pas montrer, toutes les coulisses que toi tu connais en tant que professionnel, que la Ouais. plupart des gens ont tendance à pas montrer parce que justement c'est planqué dans un coin sous le tapis et que tu vas pas toujours forcément chercher sous le tapis ce qui est caché. Ouais. Mais en vrai, la réalité, et je pense que quand on en parle entre nous, après avoir fait un certain nombre de mariages, on sait tous que c'est ça un mariage en fait. C'est ça, c'est C'est ça. encore une fois l'expérience. C'est exactement. Ah, quelle est belle cette expérience. On y revient. On y revient. Si on parle un petit peu plus côté business, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale entre Ça reste le mariage. le mariage? Ouais. Pas tout à fait, enfin, pas tout à fait à égalité avec le corporate parce que le corporate est un peu moins, mais ouais, ça reste quand même le mariage principalement. C'est lié, le corporate un peu moins, c'est lié à la situation actuelle du Covid ou c'est Ouais, bah d'abord parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai. Le corporate, ça a toujours été quelque chose qui est resté en parallèle comme business. C'est pas quelque chose sur lequel je communique beaucoup. Donc, il se développe. Enfin, il prend de la place, certes lié au Covid. Dans les deux sens en fait, c'est-à-dire qu'en effet il y a eu beaucoup d'annulations là en corporate, ça a été compliqué ces 2 dernières années, et en même temps je lui ai fait beaucoup plus de place aussi parce que bah, les mariages et puis comme tu dis en prenant de l'âge et de bon j'aimerais enfin je baisse déjà beaucoup mon activité mariage, elle est déjà beaucoup réduite. Parce que c'est physique les mariages, c'est vrai que c'est les week-ends, c'est sur une période de temps très resserrée, t'es jamais à la maison les week-ends. Donc, ouais, alors ça, bon, moi j'ai des enfants qui grandissent, donc c'est moins un problème aujourd'hui. Par contre, physiquement, c'est un vrai problème. C'est de plus en plus difficile physiquement et donc bah de pouvoir justement parler avec l'âge, de l'expérience, etc., de savoir quelles sont ses limites et de se dire bah moi je préfère avoir moins de mariages mais être plus disponible pour mes clients et physiquement du coup ne pas trop subir la fatigue, etc. Pour moi c'est important. Ouais. On était en train de parler de concilier vie de famille et travail. Sur ton site, en fait, tu partages pas mal de moments de famille sur ton site famille, justement. C'est une manière de ne pas être le cordonnier mal chaussé, quelque part? Alors, oui et non. D'abord, je pense que... Enfin, pour moi, c'est une manière de communiquer. C'est-à-dire que je veux que les personnes qui arrivent sur mon site, ils apprennent à me connaître parce que ce que je vends, c'est moi. Principalement, c'est moi, en fait. Donc pouvoir leur donner des éléments dans lesquels se projeter, justement, bah, de savoir un peu qui je suis, quelle est ma famille, comment je fonctionne. Ben voilà, c'est quelque chose d'important. Et souvent, quand on prend contact, ils ont déjà une image de qui je suis, et ça c'est quelque chose qui est très important. Je perds beaucoup moins de temps finalement avec ça en fait. C'est une forme d'échange en fait, c'est-à-dire que tu leur dis vous allez vous ouvrir à moi devant mon appareil photo. Donc, finalement moi je vous donne aussi cette petite partie de moi. Il y a du donnant, bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est-à-dire que je peux pas demander aux gens d'être vrais, de retirer justement leur carapace si moi je le fais pas aussi, ça c'est évident. Tout à fait. Et cordonnier mal chaussé, pour rebondir là-dessus, c'est avec des hauts et des bas parce que je suis comme tout le monde. Enfin voilà, quand on bosse beaucoup à la maison, on n'a pas envie de reprendre l'appareil photo, c'est un peu fatigant et j'essaie de pendant les voyages, pendant les vacances, j'essaie justement de reprendre un petit peu de faire des photos de famille ou de faire appel à d'autres photographes pour faire des photos de famille. C'est aussi ce qui est aussi une bonne manière d'être sur les photos parce que c'est vrai que quand on tient l'appareil, on est rarement dessus. Exactement. Enfin, on est sur les photos au smartphone du conjoint ou quand les enfants mettent la main sur un smartphone, ils te prennent en photo en train de prendre une photo. Mais voilà, c'est un petit peu le défaut de tenir l'appareil. C'est ça. Sur la préparation de tes shootings, tu as remarqué que tes formulaires en fait demandent énormément
de détail. Tu es extrêmement investi en fait dans le shooting et dans la participation en ta part du shooting à toi, et ça se sent en fait même en virtuel, justement, ça reprend un peu ce qu'on disait, c'est que tu partages beaucoup de toi et qu'on sent cet investissement. Comment ça se passe? Comment tu prépares ces shootings-là, justement? Moi, c'est vrai que je suis assez... j'aime bien que les choses soient très préparées. Ça me permet justement de laisser le bordel arriver après. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, plus c'est carré avant, plus j'ai préparé le terrain, plus j'ai briefé mes familles, mes mariés, mon client de manière générale. Plus ça me permet en fait d'être 100% disponible à ce qui va arriver, peu importe ce qui arrive en fait. C'est vraiment... Après, je pense que ça dépend vachement du caractère de chacun, mais voilà, j'aime bien. Donc, en effet, j'ai des questionnaires, on échange. Je vais poser des questions personnelles, je vais poser des questions, pas pour poser des questions personnelles en fait, parce que ça va me permettre de savoir où je mets les pieds en fait. C'est ça qui compte en fait. C'est de savoir où je mets les pieds, quel va être mon espace dans lequel je vais pouvoir évoluer, qu'il soit physique ou psychologique. J'ai besoin de comprendre quelles vont être les limites ou éventuellement les difficultés que je vais pouvoir peut-être anticiper, ou en tout cas les choses auxquelles il faudrait être particulièrement attentif. Voilà, tout ça, c'est des choses qui se préparent en amont. Et ça permet, je trouve, en tout cas pour moi, dans ma manière d'être, ça me permet une disponibilité beaucoup plus grande le jour J, puisque je n'ai plus qu'à observer, j'ai une trame en fait de ce que sont mes clients, de l'endroit, de ce qu'ils attendent, etc. Et que je n'ai plus qu'à être complètement dans ce qui se passe. Pour photographier. D'accord, donc la préparation en fait te donne énormément de latitude pour tout ce qui va arriver. Exactement. Pour moi, c'est vraiment une liberté en fait de bien préparer en amont. En fait, ça te permet de ne pas consacrer ton cerveau à résoudre des problèmes que tu aurais largement pu résoudre à l'avance. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Tant de cerveau disponible. Exact. Bah, j'osais pas le dire. C'est effectivement ça. Dans tes deux activités, donc d'un côté corporate, de l'autre famille et mariage, il y a une énorme séparation entre les deux. Ton activité mariage, ton site mariage, c'est Ernestine et sa famille. Ton site corpo, c'est Marine Poron. Pourquoi c'est coupé comme ça aussi nettement? D'abord parce qu'on ne parle pas du tout aux mêmes personnes. Même si pour la blague mon site corpo je l'ai refait il y a 2-3 ans, et pendant longtemps j'ai travaillé avec Ernestine et sa famille, avec des pros, ouais, et des grands groupes dans leur bureau qui comprenaient pas très bien ces mails qui arrivaient Ernestine et sa famille, ouais, mais ça a en fait, pendant longtemps ça a fait plus marrer qu'autre chose en fait, ouais, mes clients. Après, je pense que quand on veut établir quand même quelque chose de pro sur le long terme, la communication, elle doit être quand même carrée. Et en effet, justement, communiquer sur ma famille, mes mariés, l'émotion, etc. Ça peut parler, et ça parle en fait à mes clients corporate, mais c'est pas ça qu'ils viennent chercher. D'accord. Donc, s'ils tombent dessus, très bien, et ça peut être quelque chose, voilà, je l'assume complètement. Maintenant, d'avoir un site très séparé qui a mon nom, etc., ça me permet de communiquer plus efficacement. Après, sur le corporate, mon site est un portfolio et c'est une vitrine. Il est peu référencé, je le communique très peu dessus parce que je travaille avec des agences de com et que je ne démarche pas moi. Enfin, j'ai peu de clients directs en fait. C'est que j'ai des relais qui sont des relais de confiance avec qui je travaille depuis très très longtemps et qui vendent mes prestations en fait directement. D'accord, donc c'est juste un site qui leur permet de montrer en fait au client final qui tu es, qui est leur photographe, et que c'est pas une prestation anonyme et de quelqu'un d'interchangeable en fait. On voilà, en toujours exactement. À ça. Exactement. Au côté interchangeable de ce métier-là. Mais ceci dit, voilà, le côté, le fait d'être séparé est pas obligatoire. Enfin,
ça dépend de ce qu'on fait. Et, le mot corporate, c'est très très large dans le type, on va dire plutôt de travailler avec des professionnels plutôt que de travailler avec des particuliers, puisque c'est vraiment ça la différence. Et j'ai voilà les hasards aussi. Je te disais, moi, pour revenir, l'elevator pitch, c'est pas trop mon truc. C'est que moi, je vois avec le temps que ma communication, enfin, en tout cas, mon démarchage entre guillemets, il se fait sur des années. Et c'est toujours drôle en fait de voir justement des lignes que j'ai lancées il y a 10 ans ou 15 ans qui rééclorent, qui apparaissent là, comme ça, 10 ans après. C'est le commercial à l'ancienne en fait. C'est un petit peu ça. On a le même âge, donc on a à peu près le même fonctionnement, je pense. C'est que moi, sur du corporate, c'est au-delà d'une vitrine, c'est encore moins que ça. C'est juste quelques photos pour reprendre rapidement si quelqu'un me demande des exemples. Mais au final, moi, tous mes clients corporate, c'est des gens que j'ai au téléphone. Il n'y a personne qui arrive par Internet. C'est des recommandations, c'est des hôtels chez qui je suis référencé, c'est des agences de com, c'est des choses comme ça. Mais en vrai, mon site Internet, il m'a jamais servi avant une prestation. Et en fait, ça, c'est du relationnel. C'est ça, c'est le relationnel, et pour moi c'est le plus important en fait. C'est vraiment le réseau qu'on crée, et le réseau des fois c'est des années. C'est-à-dire que c'est des choses qui prennent du temps, et c'est aussi parfois beaucoup d'énergie qui mène à rien. Mais aussi des choses qui, quand ça se tisse, ça devient très très des maillages qui sont vraiment importants. C'est ça le secret de réussir. Et voilà, juste pour terminer, parce que du coup je me suis perdue en cours, mais voilà, en fait j'ai aussi une partie de mon activité avec les professionnels qui vient du fait qu'ils ont vu mon travail en famille, et ça leur parle en fait. Ça leur parle beaucoup. J'ai eu souvent en fait des pros qui m'appelaient en me disant, on voudrait ça pour notre communication en fait. On veut ce type de reportage pour notre communication. Ce qui devient beaucoup plus compliqué, parce qu'à partir du moment qui dit communication, vous l'avez bien compris, il y a moins de place pour le chaos, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est aussi une image qui peut fonctionner avec les pros. Avant-dernière question de ce côté business, tu as une page que tu appelles Atelier, qui est sur la vente de supports en fait imprimés. Oui. C'est pratiquement la première fois que je vois une page dédiée à ce sujet-là sur un site de photographe. Je trouve que c'est pas idiot qu'on parle de l'importance des supports papier, justement, dans ce qu'on fait, puisqu'on parle de vendre des souvenirs, et que les souvenirs, sur un écran, c'est souvent tout seul, et sur du papier, c'est souvent ensemble. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu. Ouais, c'est sûr que je trouve que c'est la suite logique en fait du travail que je fais, c'est de créer ces souvenirs. Moi, je veux qu'ils durent dans le temps, ces souvenirs. Je veux qu'ils existent pour la génération d'après. Je veux que, comme tu disais, je parle beaucoup de mon expérience personnelle de la photographie, de mon rapport à la photographie. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans des albums de famille. J'ai la chance d'hériter des archives familiales, de plaques de verre qui datent d'il y a plus de 100 ans, etc. C'est quelque chose aussi qui me construit, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et voilà, de pouvoir voir des photos de mes grands-parents jeune, que je n'ai évidemment pas connu, c'est quelque chose qui me touche énormément, qui a une valeur inestimable. Donc, je pense pas que le disque dur soit le support idéal pour ça, en fait. C'est que je sais pas ce qu'on va laisser, et moi-même, en fait, je fais partie des cordonniers mal chaussés, c'est-à-dire que je fais des albums, mais de manière pas du tout organisée, quand j'ai le temps, etc. J'essaye d'avoir des photos à la maison et d'en imprimer de temps en temps. Finalement, c'est les manettes sur le frigo qui restent le plus facile, le plus. Mais oui, évidemment, j'explique tout ça à mes clients. Enfin, je veux qu'ils profitent de leurs images. Je veux qu'elles existent dans leur vie. Je veux que les enfants se construisent au regard de ces images, et que ce soit les miennes ou celles qu'ils font. Je veux dire, le problème n'est pas là. En fait, c'est vraiment pour moi, la photo est un élément importante dans la construction de soi, donc c'est quelque chose. Donc ça commence sur mon site internet évidemment, puisque c'est un sujet que je veux qu'ils intègrent et qu'ils soient
aussi un sujet de discussion quand on se rencontre ou après une fois qu'ils ont leurs images, parce que souvent c'est à ce moment-là que ça se passe, c'est une fois qu'ils ont les images sous les yeux, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. En fait, pourquoi je te pose cette question, parce qu'en parlant, ça me vient, mais c'est vrai que souvent, quand on parle entre photographes de la photo imprimée, on n'en parle pas comme c'est important d'avoir un souvenir, on en parle comme un moyen de vendre un peu plus de prestat au client, de gonfler sa marge, de le faire. Et c'est vrai que c'est le problème de ces discussions-là, c'est je pense qu'on perd un peu le fond de la partie importante en fait de la photo imprimée, qui est la photo en elle-même. C'est que d'un côté, effectivement, tu as un peu plus de revenus, mais en réalité, je suis pas certain que tu aies beaucoup de marge sur une photo, juste une photo simple que tu imprimes. Peut-être sur des trucs plus grands, des livres, il y a un petit peu de marge, mais au final, je suis pas certain que tout le monde marge énormément là-dessus. Mais on oublie un petit peu le rôle premier de ça, en fait, qui est de vendre un vrai service au client et de lui fournir un vrai service, pas de lui vendre, de lui fournir un vrai service. C'est ça, c'est dans la même démarche que de se dire j'édite mes images parce que je veux qu'ils puissent voir leurs images, ils puissent en profiter réellement et pas être noyés dessus. De même manière, je veux que ces photos-là, elles existent dans leur vie. Enfin, c'est presque un discours un peu militant, en fait. C'est presque quelque chose de, finalement, je leur dis, mais peu importe si c'est vous qui imprimez votre album, qui imprimez vos photos, etc. Bon, je suis hyper mauvaise en commercial, je suis très nulle. Je leur laisse des portes de sortie partout, tout ça, quoi. Mais bon, je m'en fous, en fait, parce que c'est pas mon propos. C'est pas là-dessus. En effet, moi, je suis pas quelqu'un qui marche beaucoup là-dessus, mais par contre c'est important. Par contre c'est vraiment important, et donc du coup c'est une discussion qu'on a avec mes clients tout le temps, très régulièrement. Non, mais c'est important, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble, parce que c'est vrai que c'est une approche un tout petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, et que j'aime bien avoir cette discussion régulièrement d'imprimer. Moi qui achète beaucoup de livres photos, et qui est tendance, ces derniers temps, comme mes enfants ont l'âge de ce genre de choses, j'ai tendance à imprimer, j'ai une imprimante photo à la maison, j'ai tendance à imprimer des tapés de photos, à acheter des albums vierges, à acheter les petits stickers, les autocollants, et on colle ensemble les photos. Génial. Et on fait les albums, et on fait le storytelling, et du coup je les éduque rapidement et jeunes à ça. Exactement. C'est pas perdu pour la suite. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Je la gagne correctement, oui. Je la gagne très correctement. Alors après, c'est toujours relatif, et j'espère la gagner de mieux en mieux. Mais oui, aujourd'hui, je gagne correctement ma vie. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Voilà. Ouais, je t'ai dit, j'avais oublié de préparer ce genre de choses. Le pire moment de ma carrière, j'ai envie de te dire, il y en a eu 1000 et il y en a eu 0, parce que au fond, comme je disais tout à l'heure, t'apprends à chaque fois que tu te manges des portes, en fait, t'apprends, et donc c'est quelque chose de, j'ai 1000 petites histoires de début de carrière de photographe de mariage, par exemple, à m'être trompé d'église, par exemple. Ça m'est arrivé, ça, c'est le truc, j'avais pas noté la bonne église dans le village. Il y en avait 2. Donc, je suis arrivée, ils étaient déjà rentrés dans l'église. Voilà. Ça, j'en ai eu plein, mais ça m'a appris justement à bien vérifier, à bien des informations, ce que je disais, tout ce qu'on prépare en amont. Voilà, cette préparation en amont, elle doit être vraiment bien carrée. J'ai pas de souvenir. Si j'ai des coups de fil, un coup de fil à 7h du mat, au moment où tu es en train de courir avec tes gosses pour les préparer à l'école, d'une belle maman qui me dit il y a beaucoup plus de photos de la famille de l'autre dans l'editing, je comprends pas, c'est quand même honteux. Bon, voilà. Là, évidemment, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est marrant parce que c'est toujours à 7h du mat ou à 8h le soir. Le temps de t'appeler pour te dire ce genre de truc. C'est ça. Donc, mais on apprend. Voilà. Maintenant, je suis attentive aussi à l'équilibre entre les deux familles. C'est plein de petites choses comme ça qui font cette expérience. En fait, j'y pense même plus, mais je suis attentive à ce genre de choses. Est-ce que tu arrives quand même à ressortir un meilleur moment dans ta carrière? Est-ce que c'est pareil, tout est relativement équilibré, et c'est la sagesse qui fait qu'on a moins de très haut et de très bas et plus d'équilibre et de leçons? Ouais, c'est vrai que j'ai du mal aussi à sortir un très bon moment. Il y en a eu tellement, en fait, des très bons moments, mais
des moments de partage vraiment intenses avec les clients où d'un coup tu sais que t'es en train de photographier quelque chose d'extrêmement important en fait. Ça c'est des moments qui sont voilà, où tu le sens physiquement en fait, ta peau le sent en fait, où il y a éventuellement un regard, un échange et tu sais que les mariés, les familles, etc. Enfin, ton client sait que tu es en train de faire cette photo-là, en fait. Ouais. Et là, il y a une complicité, il y a quelque chose qui se passe qui est très très fort et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tellement de chance de vivre, en fait, qui est vraiment. Mais voilà, après des exemples en particulier, après c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas trop envie de raconter, des choses trop personnelles des gens, en fait. Mais voilà, je pense à des scènes particulières, en fait, de moments comme ça très 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 fort en fait, où vraiment mais que tu gardes pour toi parce que c'est personnel, quoi. Ouais, mais voilà, c'est vrai que c'est pareil, c'est pour ça que je parlais des réseaux et tout. Moi j'ai du mal à raconter la vie de mes clients en fait. Je fais les photos racontent ce qu'elles ont à raconter. Tu leur racontes à eux, mais ça reste voilà, c'est ça, mais j'ai un peu du mal à je trouve que c'est pas mon rôle non plus et ça m'appartient pas en fait, c'est pas oui, c'est une bonne réponse aussi. Ouais. On est dans l'intimité des gens. Effectivement, toi, tu vas chercher très loin dans cette intimité. C'est pas illogique que tu sois discrète après, quoi. Je leur préserve leur intimité, enfin du mieux que je peux. Ça reste une bonne réponse. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors, je pourrais te recommander Caroline Cuinet, qui fait de la photo de famille, mais aussi de la photo éditoriale, etc., qui a travaillé pendant des années à Kuala Lumpur et qui a une vision beaucoup plus anglo-saxonne, en fait, qui est maintenant dans le sud et qui a une vision assez anglo-saxonne de la photographie. C'est toujours très intéressant, justement, de confronter notre regard français avec le regard étranger là-dessus. Il faut plusieurs personnes ou... oui, une ou plusieurs qui tu penses serait intéressant en fait à interviewer, qui tu aimerais entendre passer après toi? Les filles du workshop famille, elles sont géniales. Coralie, Catherine et Émilie, tu choisis, tu fais les trois comme tu veux. on va les espacer un petit peu, mais je pense que je recevrai de toute façon mais oui, bien sûr. Par la suite, puis c'est pas impossible qu'un jour je fasse ce workshop-là. Donc voilà, ce sera dans les projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes sites internet? Tu l'as dit plus tôt, les réseaux sociaux, c'est pas trop ton truc, mais les sites internet. Site internet. Après, je suis quand même sur Insta. Je fais pas mal de stories. Enfin, pour le coup, la story, je trouve que c'est facile et il y a pas trop de. C'est quelque chose que j'aime bien. Après, je communique pas beaucoup. Les adresses des sites, c'est quoi? ernestine-et-sa-famille.com et alors le site corpo marineporon.com. Voilà. C'est en effet la vitrine corporate. D'accord, elle est belle en tout cas cette vitrine. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes d'épisode, comme ça on pourra se retrouver facilement. Il me reste à te remercier. C'était super intéressant. Je suis content de t'avoir enfin reçu parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en discute tous les deux de cette invitation et puis ça fait un petit moment que c'est dans l'air. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que on se reverra prochainement avec une épaule en meilleur état parce que. oui, voilà. Là, je suis un peu handicapé en ce moment. Ça va vite s'arranger, j'espère. Oui. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller faire des photos ensemble dans les semaines et les mois qui viennent. Écoute, dès que ça ira mieux, je viendrai à ton atelier de street photo parisien avec grand plaisir. Avec la FFPMI, on en reparlera. Exactement. Dans les prochains. Ça sera dans les articles du blog très prochainement. Très bien. Merci beaucoup. Un grand merci à toi aussi, en tout cas. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.